Invitons Angel, qui va être notre animatrice pour ce soir. Elle travaille pour l'Ecological Association, Agricultural Association of Ontario, et elle est aussi jardinière, et donc elle est brillante et elle est fabuleuse, et c'est vraiment une femme très inspirante, et donc je me sens très chanceuse de pouvoir d'avoir passé une relation avec elle. Et donc, je suis très contente, en fait, qu'elle va guider notre discussion ce soir. Alors, je vais lui laisser introduire nos présentateurs ce soir. Donc, je vous passe la parole. Angel. Super, merci pour cela, pour cette belle introduction très généreuse. Je l'apprécie beaucoup. Donc, je vous envoie mes salutations. Donc, c'est très emballant de voir le nombre d'endroits que vous représentez ce soir. Et donc, oui, c'est des temps difficiles. Donc, ça me réchauffe le cœur de savoir que, bon, régénérer les relations, c'est un thème très important maintenant. Donc, je suis reconnaissante d'être située dans cette belle terre ici que vous voyez derrière moi. C'est ma petite ferme, j'ai 8 acres, et donc je suis sur la frontière entre l'Ontario et le Québec. C'est très beau ici, c'est un beau petit recoin du monde. Alors, c'est les terres traditionnelles des personnes Wendat, Haudenosaunee et donc c'est un territoire des personnes autochtones, évidemment. Et donc, je veux passer la parole tout de suite à Michael et Phil pour qu'ils partagent un peu sur leur parcours. Et donc, ensuite, nous allons avoir une belle discussion, je pense. Euh, on a eu un petit aperçu la semaine dernière et donc, c'était très inspirant pour moi. Et donc, Mike, je peux te passer la parole pour que tu t'introduises. Bon, merci. Je suis Michael Bomford et donc j'enseigne l'agriculture durable à Kwantlen Polytechnic University. Alors, je travaille avec mes étudiants sur une ferme, une parcelle de terre qui s'appelle Garden City Lands, qui est dans à Richmond, donc dans la zone de Vancouver. Et donc, je suis à la jonction actuelle entre les terres des Musqueam, les peuples Musqueam, qui ont été à l'ouest et au nord, les Kwantlen, qui ont été à l'est, euh, de là où je suis situé, et les personnes Tsawwassen, qui sont au sud d'ici. Et toutes ces personnes, tous ces peuples auraient fait de l'agriculture sur leurs terres traditionnelles et non cédées. Donc, j'ai bien hâte de vous parler de cet endroit parce que je pense que ça me façonne et toutes mes réflexions. Et donc, je vais juste demander, est-ce que je devrais prendre une pause et laisser Philippe se présenter avant de commencer à approfondir? Non, non, tu peux y aller. Oui, oui, vas-y. Et ensuite, Phil va y aller aussi. Et ensuite, on va avoir une discussion. Donc, super. Alors, le Garden City Lands, les terres Garden City sont vraiment à cette jonction, comme j'ai mentionné, d'une ancienne tourbière. Et donc, je suis sur une île au début de la rivière Fraser. Et donc, ça a été c'est une parcelle de terre qui a été formée récemment. Et en fait, c'est les dépôts de la rivière après la dernière ère de glace. Bon, donc, il y a 5000 ans, j'aurais été vraiment sur la rivière, en bord de la rivière. Donc, cette terre n'existait pas il y a 10 000 ans et donc ça a commencé à former seulement il y a 5000 ans. Donc, si on écoute l'histoire orale des peuples musqueam, ils parlent d'un temps, un moment où c'était de l'océan et que toute la Terre est émergée de l'océan. Donc, c'est un lieu intéressant et les gens sont ici depuis plus longtemps que la Terre elle-même. Alors, comme cette Terre a été formée par l'érosion et tout ce matériel qui est venu par la rivière, c'est tout au niveau de la mer. Et donc, c'est assez humide, hein? Et avant, c'était vraiment humide tout le temps. Et donc, quand les colons sont arrivés dans les années 1870, ils voulaient le drainer, en fait, et mettre des digues. Et donc, ouais, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont bâti des digues tout autour de cette partie du Fraser, de la rivière Fraser. Et donc, ils l'ont séché.
Et donc, en y faisant, ils ont comme détruit un système d'aliments abondants qui existait avant leur arrivée. Et donc, les Musqueam, les Tsawwassen et ces autres peuples, Premières Nations ont utilisé des... Donc, ils récoltaient en fait des herbes médicinales et aussi, bon, plein de fruits de mer, bon, des phoques. Et donc, il y a beaucoup de cette abondance venait en fait des océans et donc cette interface entre la mer et la terre. Et donc, là où on habite maintenant, cette terre, c'est plein de petites rives et des ruisseaux. Et donc, plusieurs sont assez larges en fait pour naviguer en canot. Et donc, les gens se déplaçaient sur 100 kilomètres de cours d'eau navigables. Et donc, ça, c'était une grande valeur en termes de l'habitat pour les différents poissons qui ont contribué à l'abondance du système dans cette zone. Et donc, bon, les frais, par exemple, de saumon. Euh, Donc, il y avait un mode de vie qui venait avec ces terres humides et donc ils l'ont converti en terre sèche, bon, pour pouvoir faire de l'agriculture. Et donc, ce fut très productif comme terre et maintenant c'est devenu surtout des terres urbaines. Et donc, je suis vraiment dans la métropole de Vancouver et donc c'est vraiment le côté, admettons, l'extrême sud. Et c'est vraiment parmi les terres les plus, qui ayant la plus grande valeur au Canada. Et donc, à l'Est, c'est devenu une réserve agricole là, il y a 50 ans, en 1973. Et donc, cette réserve a fait un excellent travail à protéger la terre du développement. Et donc, il continue à être cultivé. Mais beaucoup de cette réserve a couvert une zone dans d'une ancienne tourbière. Et donc, c'est une terre dans cette donc où il y a des mousses de sphènes qui étaient pleines de carbone de l'atmosphère. La chose intéressante avec cette mousse, c'est que quand elle meurt, en fait, elle ne pourrit pas, elle reste là, elle continue à pousser, en tout cas avec plusieurs générations. Euh, superposés. Donc, ça, c'est vraiment un grand stockage de carbone. Donc, dans cette partie à l'extrême est de cette île. Et donc, ça a été difficile, en fait, à développer et à bâtir des choses sur cela. Les gens ont vu le potentiel de faire de l'agriculture, mais il y a un vrai danger à faire de l'agriculture sur cette terre, qu'on va, en fait, finir par détruire la tourbe et tout ce carbone qui a été séquestré pendant des millénaires. Et donc, on pourrait facilement le relâcher dans l'atmosphère. Donc, voilà le contexte dans lequel je me retrouve. Et donc, j'ai beaucoup plus à dire, mais je reconnais que je domine un peu la discussion et donc c'est comme un monologue. Donc, je vais prendre une pause et je vais te laisser je vais te laisser parler, Angel. Merveilleux, j'adore cela et je pense qu'il y a quelqu'un qui prend des annotations avec, bon, stylo vert. Donc, oui, c'est très enthousiaste. Donc, euh, oui, donc je me demande, avec les annotations, ce ne sont pas mes annotations. Je ne sais pas qui dessine sur cela, et je pense que quelqu'un, en fait, a mis un cercle autour d'un avion et c'est important, cet avion-là, parce que là, on est vraiment sur la voie des avions pour aller vers l'aéroport international de Vancouver. Et donc, on voit toujours les avions passer. Donc, je dois prendre une pause, par exemple, quand je discute avec mes étudiants, parce que là, il y a beaucoup de bruit. Ils produisent beaucoup de bruit, ces avions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent de partout au pays. Et plusieurs ne sont pas familiers avec les terres de Garden City que je décris. Mais si vous êtes déjà passé par YWR, cet aéroport ici, et bon, la dernière chose que vous voyez ici, c'est vraiment cette parcelle de terre. Et donc, on est vraiment juste à côté hein, de l'aéroport. J'entends la traduction. Oui, bonjour. Je m'appelle Phil Loring. Je suis avec la
conservation de la nature dans le monde entier, pas celle du Canada. Je suis ravi d'être là et de faire partie de la discussion avec vous tous. Mon parcours est dans le milieu universitaire, bien que j'ai grandi de sa côte est, dans le Maine, et j'ai passé beaucoup de temps sur l'eau, beaucoup de temps en train de penser à la nourriture. Ma carrière professionnelle est au sujet de la nourriture et systèmes alimentaires, et comment faire qu'ils sont plus durables, éthiques et justes. Et j'ai fait une visite tourbillon pour chercher à retrouver des récits où les gens, par l'entremise par leur système alimentaire, leur production alimentaire et d'autres traditions alimentaires, nous avons passé tellement de temps de présumer que tout ce que nous faisons, nous, c'est important de mon point de vue, en tant que mon point de vue, c'était le point de vue de colonisateur, comme les gens occidentaux, on pense que notre empreinte est une chose négative plutôt que le fait qu'on puisse avoir un sentiment d'intendance les uns les autres et du monde naturel. Je suis ravi de participer à des discussions du monde entier, de l'Alaska jusqu'à l'Europe occidentale, pour parler de comment les gens prennent soin des terres. Prochaine diapo. J'ai quelques exemples que je peux partager pour faire du terre à terre. Alors, mon point de vue en arrivant à la discussion et de façon générale, je songe à comment, à plusieurs échelles, il y a des collectivités qui cherchent à améliorer les systèmes alimentaires, les universités qui cherchent à faire des innovations, qui cherchent à faire des systèmes alimentaires plus amis du climat, des personnes qui travaillent sur des fermes de toute taille, les personnes qui sont intéressées à avoir une discussion sur changer comment la façon qu'on produit les nourritures, ou des gens qui travaillent dans les océans, qui apportent des fruits de mer, plein de beaux éléments nutritifs. Et c'est le dilemme que nous connaissons, pas forcément à cause de nos propres actions et de notre propre autonomie, c'est que la plus grande partie de la nourriture consommée dans le monde est produite de systèmes qu'on pourra qualifier de dégénératifs. On adopte plusieurs stratégies, que ce soit pour l'entremise d'intrants de chimiques ou d'énergie, pour obliger les systèmes, les écosystèmes de fournir des choses précises à répétition. Ce n'est pas ainsi que les systèmes naturels fonctionnent. Ça signifie que le plus on fait cela, plus nos efforts sont nuisibles, des torts invisibles qu'on ne voit souvent pas. Dans le sol, par exemple, les torts aux gens et leur corps, les sociétés de culture de l'autre bout du monde, on ne le voit pas. Par exemple, la source des poissons. Et on m'a encouragé depuis les derniers 15 ans de ma carrière, personne après personne, je vois une personne après l'autre qui dit comment transformer le système alimentaire. On peut apprendre de qui, quelle culture, communauté culture, n'ont pas fait ces erreurs-là, comment ont-ils élaboré des systèmes alimentaires qui, de façon utile, qui prennent bien soin de la terre. Prochaine diapo. Et quelques exemples pour nous mettre terre à terre ici. Il y a plusieurs personnes qui m'ont souligné ça de la côte ouest. C'est une petite île dans le détroit de Georgia, près de Vancouver, l'île Russell. C'est un jardin aux coqs autochtones. On m'a invité d'y participer à plusieurs fois pour ma recherche pour savoir comment les communautés prennent soin de cet espace-là ou revitaliser les espaces culturels. Et il y a des gains pour les gens et la biodiversité et la culture locale par l'entremise des avantages écologiques de bâtir le mur. C'est un jardin aux coqs. Ça change le profil de la plage et ça ajoute davantage d'habitat pour les coqs. C'est gain-gain. Gain, probablement. C'est sain pour la terre. Ça incarne la relation de longue date entre les gens et les emplacements. Les moments où j'ai pu y participer, j'ai été frappé par un sentiment de soin et de réciprocité entre les gens et les lieux. Et sur l'autre bout du monde, j'ai également été invité de participer.
C'est là, c'est ça, mes origines de ma famille, c'est l'Irlande. Mes ancêtres sont venus de l'Amérique du Nord depuis là-bas. C'est un autre exemple de gens qui ont fait partie d'une culture sur ces territoires-là depuis des milliers d'années, cherchaient à faire revivre des coutumes qui avaient été abandonnées depuis bien longtemps, plusieurs raisons, en partie à cause du le colonialisme britannique et en partie à cause de la modernisation de l'agriculture. Ça s'appelle le winterage, une façon de traiter des troupeaux de bétail. Dans cette partie-là de l'Irlande, qui est très rocheux, il y a des milliers d'années, que les personnes bougeaient euh, le bétail plus haut dans les hauteurs afin que les animaux puissent brouter. Le manque d'animaux dans euh, de ce territoire a donné lieu à les pollinisateurs ont arrêté de pousser là-bas et les oiseaux et d'autres animaux ont arrêté d'y aller depuis 25-30 ans. Les gens font revivre cette tradition. Des petits agriculteurs qui sont éleveurs de bétail font revivre la coutume et ils font revenir des bétails dans ce territoire-là. Et les impacts ont été toute une transformation. Les espèces reviennent, les pollinisateurs, les fleurs aussi reviennent. C'est quand j'ai pu visiter, j'ai assisté au festival qui se passe lorsque les fermiers sortent leurs animaux dans les hautes terres et tous les animaux vont et marchent avec eux. Il y a de la musique, il y a des gens de l'extérieur qui viennent pour marcher avec les animaux. J'ai été frappé en ayant vécu cela, d'un sentiment semblable de réciprocité, de soin et de connexion. C'est rare pour plusieurs personnes, il me semble, mais pas rare pour d'autres. Peut-être qu'on ne devrait pas s'arrêter avec ce diapo-là. Je vous parle en fait, c'est le territoire du plat avec une cuillère, c'est un Guelph. C'est une belle métaphore pour ce que nous discutons aujourd'hui. Le fait que nous vivons tous dans un environnement pour lequel nous sommes responsables, qui nous bénéficie, dont nous avons besoin pour vivre des vies complètes. Il faut en prendre soin ensemble. Alors, passons à la discussion alors. Ah, génial. J'adore les liens entre Michael, ce que vous discutez, et Phil. Je vois de belles résonances. De la dégénération, coercition ainsi que le fait de drainer les terres et les tuer finalement. Et à l'inverse, de faire revenir les animaux et les gens et la vie à la terre. Voici ma première question. Quand je faisais un peu de recherche sur vos travaux, et vraiment, je me suis fait un peu nerd dans ce que vous faites. Le mot qui m'avait frappé dans vos deux carrières, c'est l'énergie. C'est une grande thématique. L'énergie qui se déplace dans les milieux alimentaires. Et Noah White a publié, c'est un gardien de savoir incroyable. Il n'aime pas le mot système, c'est un mot très mécanique. C'est une belle énergie apportée à notre discussion sur l'énergie et les voies alimentaires en regardant la consommation d'énergie et les gaz à effet de serre, les techniques de production d'énergie renouvelable pour les petites fermes, les façons très localisées que l'énergie passe dans la production alimentaire sur une plus grande échelle. J'adore ce que vous faites sur la conservation et le changement sur la loi de l'entropie, tendance de l'énergie de passer à des formes plus utiles à moins utiles. Et là, c'est recycler, régénérer dans les systèmes vivants comme le compost pour que ça devienne plus utile. J'étais vraiment ravi d'entendre parler de l'énergie qui se déplace dans le système. Ce n'est pas la coercition. Et si nous avons la flexibilité, ça peut se transformer et devenir vivant de nouveau. Si on élargit les cercles de soins, nos relations,
l'interconnexion, vous parlez tous les deux de cela. Si on nourrit cela, comment est-ce que cela permettra aux gens ordinaires de régénérer les cycles d'énergie qui sont au cœur de leur système alimentaire? C'est une question au cœur des préoccupations de plusieurs personnes ici. Comment y arriver? Comment faire que ce cycle d'énergie vive dans nos collectivités? Comment élargir nos cercles de soins d'une façon pour surmonter la division et la dégénération? Ah, ce n'est pas encore un autre régime d'inflexibilité ou de coercition, mais qui invite les gens à un cercle élargi de soins et de permettre l'énergie passible là-dedans. Beaucoup de différents mots. Je pense que je vois des étincelles. Vous pouvez, allez-y, je peux commencer. Plusieurs notions m'ont traversé l'esprit alors que vous présentiez la question. Merci, Angela. Un point d'entrée, c'est d'avoir la discussion sur ce que nous voulons que les systèmes alimentaires, les pratiques, les voies, les manières que l'on partage, que l'on produit la nourriture. Quel est le motif? Pour aujourd'hui, c'est pour le maïs à l'année longue, pour le pastèque à l'année longue, les fraises à l'année longue, congeler ci, congeler ça à l'année longue. Mais ça pourrait être quoi? Ça pourrait être pour le soin, prendre soin les uns des autres. Ça pourrait être pour la joie et la tradition et l'enrichissement et la santé. Lorsque qu'on prend on adopte ce point de vue-là, on s'ouvre à beaucoup de flexibilité plutôt que de s'attendre à certaines choses tout le temps. Ce que nous cherchons, c'est de se nourrir sous plusieurs formes et la joie qui se présente sous plusieurs différentes formes et la diversité fait partie de cela. Alors l'énergie, je ne veux pas que ce soit un point de vue réductif en songeant au système alimentaire. Les systèmes alimentaires sont tellement diversifiés et pluriels sur le plan culturel et il y a plusieurs différents types d'énergie qu'on puisse partager les uns avec les autres. La terre, les calories, les protéines, également le soin et l'amour, sentiment d'un destin partagé, si vous voulez. Nous sommes maintenant témoins, il me semble, des conséquences non voulues d'un ensemble précis de pratiques qui cherchent la stabilité à tout prix, l'uniformité, une compréhension industrielle de comment élaborer un système pour produire des aliments. C'est pas comme ça que fonctionnent les systèmes vivants, ni les systèmes de soins. On donne et il y a de la souplesse. Et les membres du système sont en relation avec le système, donnent et prennent. C'est dans l'abstrait ici, quand même. Mais je pense qu'il y a une discussion à voir sur le genre d'énergie que nous donnons. Et arrêtez de penser à l'énergie, ne pas penser justement uniquement de l'efficacité. Le fait de prendre le plus ou le moins d'entrants, c'est de l'exploitation finalement. Mais il consacrait moins pour en recevoir plus. Comment peut-on ajouter de l'énergie et multiplier et créer des effets mutuels? Michael? Je vais parler d'énergie en tant que calories. Les, l'énergie physique qui alimente nos systèmes vivants et reconnaître que l'entropie, comme vous l'aviez dit, Angel, est finalement, c'est une procédure dans un seul sens. Il faut avoir des intrants d'énergie afin de continuer de soutenir la vie sur cette planète. Alors, lorsque vous parlez de recyclage ou de réjuvénation qui se passe dans les choses vivantes ou des piles de compost, ça se passe à cause des intrants constants d'énergie qui viennent du soleil. Le fait que nous faisons le tour d'une étoile, il y a une réaction fusion qui donne lieu à une énorme quantité d'énergie et que nous sommes juste prêts assez que nous avons un entrant constant.
Et il me semble que la vie sur cette planète dépend de la capacité de faire la collecte de cette énergie solaire et de le transformer en vie, forme vivante, surtout via la photosynthèse. Je vais célébrer la photosynthèse pendant un instant. Je reconnais que c'est le moyen comme quoi les plantes peuvent faire la collecte d'énergie solaire et prendre du dioxyde de carbone hors de l'atmosphère et rassembler le monoxyde dioxyde de carbone en chaîne de carbone qui offre une abondance incroyable, une diversité d'êtres vivants. Tout ce qui mange des plantes est finalement en train de faire la récolte de l'énergie solaire qui avait été collectionnée par les plantes. Ça, c'est une chose à apprécier. Et sur le plan de penser à l'abondance d'énergie, alors l'impression que nous avons tellement d'énergie solaire qui frappe cette planète, que la planète a pu maintenir ces êtres vivants, ces systèmes vivants depuis des centaines de millions d'années. Ça vaut la peine de considérer. Ça vaut la peine de reconnaître également que la photosynthèse est un processus très inefficace. Lorsque qu'on fait la récolte d'un grain de maïs, de blé ou un épi de maïs, l'énergie qui est utile pour nous en tant que nourriture, ce n'est qu'une fraction d'un pourcentage de l'énergie que la plante de maïs a interceptée ou que le blé a intercepté. Alors, il y a une abondance filtrée via un système inefficace. Je vous entends, Philippe. Euh, les dangers d'utiliser l'efficacité comme, comme la seule façon de comprendre les choses. Par contre, je voudrais que nous reconnaissions la valeur dans ce qui se passe et, et pas juste penser qu'on peut facilement reproduire cela. Alors, je m'en vais par où avec tout ça? En parlant à l'Espagne, là où moi je fais de la culture, ou les tourbières du Canada. Un, un stockage incroyable de carbone, un stockage également incroyable d'énergie. L'Espagne collectionne l'énergie solaire depuis des milliers d'années. Ils utilisent l'énergie pour donner lieu aux chaînes de carbone. Et là, ils entreposent le carbone de façon souterraine. L'Espagne est une belle substance. C'est une substance très intéressante. Dans un environnement naturel, il n'y a pas beaucoup d'activité microbienne. Il n'y a pas beaucoup de vie souterraine dans une tourbière. C'est un environnement anaérobique, sans oxygène, très acide. Ce n'est pas un environnement qui favorise l'abondance des bactéries ou des champignons. C'est le manque de vie qui permet aux spines de persister et de stocker les spines à long terme. Dans la plupart des sols, la plupart des environnements, le carbone serait retiré de l'atmosphère et là, les plantes pourriraient dans l'hiver. Ça ne se passe pas dans une tourbière. Le spine est un proto-combustible fossile. C'est dans un environnement compact, souvent avec la chaleur, ça devient du charbon à la longue. Et les gens peuvent et ils ont fait la collecte de sphagne pour le brûler, pour réchauffer leur maison. Évidemment, on brûle du charbon et nous reconnaissons, je l'espère en tout cas, qu'en brûlant ces anciens stockages de carbone, on libère rapidement du carbone à l'atmosphère et nous contribuons au changement planétaire que nous connaissons en ce moment. Les tourbières sont la manière que la Terre a collecté l'énergie, a stocké l'énergie, et c'est essentiellement
un cadeau qui nous a été donné. On a plus de tourbe au Canada que tous les autres pays au monde. Et donc, cette terre a séquestré du carbone et a stocké du carbone depuis des millénaires. Et donc, on a vraiment des vastes stores, de vastes stocks de carbone à travers ce pays. Et donc, je veux que les gens reconnaissent et qu'ils mettent une valeur sur ces tourbières et qu'ils reconnaissent et qu'ils mettent de la valeur sur l'importance de les conserver. Et donc, le défi est qu'est-ce qui arrive quand l'agriculture commence à interagir avec ces écosystèmes. Alors, voilà. En tout cas, je vais le laisser là. Désolé, j'ai dit que j'allais le laisser là, mais je veux aussi réfléchir au système alimentaire et énergétique. Et j'apprécie aussi qu'il y a un peu de danger en disant système ici. Mais c'était choquant pour moi de voir, il y a plusieurs années, d'apprendre que l'énergie fossile qui est utilisée pour maintenir nos systèmes alimentaires va bien au-delà de l'énergie en termes de calories que nous dérivons de ces aliments que nous poussons, donc que nous cultivons. Donc, pour moi, c'est une preuve d'un système non durable. Et donc, en fait, c'est la définition de système non durable. Et étant donné que je suis intéressé par les GES, les émissions de gaz à effet de serre, brûler tous ces combustibles fossiles, bon, contribue aussi à mettre beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, mais il y a aussi beaucoup d'autres émissions euh, qui sont associées aussi à l'agriculture. Donc, c'est pas seulement les émissions de carbone qui viennent de faire brûler des combustibles fossiles, c'est aussi quand on convertit les tourbières en terre arable, etc. Ou si on enlève, par exemple, les arbres, on fait l'industrie du bois d'œuvre. Bon, ça, c'est aussi, quand on brûle ces choses, bon, c'est aussi de l'énergie, des combustibles, du CO2. Donc, la façon que nous gérons aussi notre fumier, la façon qu'on utilise nos fertilisants et notre engrais, surtout si c'est des engrais azotés, on contribue aussi aux émissions de NO2. NDO. Et donc, ouais, voilà, c'est comme une double. Ouais, donc c'est une association avec l'utilisation des combustibles fossiles, mais aussi plus d'émissions avec le geste de faire de l'agriculture. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'énergie. Et donc, je vais laisser cela, c'est un peu décourageant, je comprends, mais je vais laisser à Angel et Phil répondre, ou en tout cas réfléchir à ces questions aussi. Donc, oui, merci beaucoup. Je suis content qu'on ait passé du macri et au macro au micro, au souterrain et vers l'ancienne histoire. Et donc, la prochaine question qui m'est venue en tête quand je lisais sur votre travail, ça résonne avec l'idée de comment beaucoup d'emphase est placée sur les consommateurs, comment ils peuvent faire moins de tort avec moins de dommages avec leur choix alimentaire. Donc, restreindre, avoir une mentalité de restreindre leur alimentation. Donc, ça peut être comme éviter certains aliments, manger des aliments biologiques, on peut manger seulement des aliments de santé importés. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut cadrer la chose, mais bon, ces descriptions créent des divisions en termes des pratiques culturelles, bon, les façons de manger hein, de nos ancêtres, et donc il y a aussi des contraintes budgétaires. Qui viennent en ligne de compte. Et donc, ça peut créer aussi beaucoup de conflits interpersonnels, etc. Donc, on a essayer de faire moins de dommages. Donc, Phil, je me demandais, avec votre travail, euh, une invitation peut faire plus de bien. Donc, cette idée de faire davantage de bien, ça peut approfondir notre connexion avec la terre et la culture et les aliments, à l'entremise des aliments que nous mangeons et que nous partageons. Oui, je crois que oui. Et je pense que passer à cette mentalité de faire davantage de bien, ça va au cœur je pense, qui est une nouveauté et peut-être un peu radicale en termes de la façon que les gens utilisent le terme régénérateur. Et donc, Michael a mentionné quelque chose plus tôt qui est en lien avec cela, je crois. Il a parlé de la photosynthèse comme étant inefficace. Donc, l'éthos des plantes, on a une fraction vraiment très minuscule, en fait, du pouvoir du soleil. Et donc, en termes de cette lentille de faire du bien,
Oui, c'est possible, mais oui, c'est vrai que tout cela n'est pas pour nous et donc c'est pour les autres écosystèmes, les écosystèmes vivants qui nous entourent. Et donc, quand on réfléchit à tout cela, c'est seulement pour nous que c'est inefficace, mais en termes de ce réseau de relations, peut-être que ça ne l'est pas. Donc, cette idée de faire davantage de bien, je pense que ça nous demande de se mettre dans une posture où on dit, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Qu'est-ce que je mets dans ce monde? Qu'est-ce que j'émets à ce monde qui n'est pas pour moi, mais qui est pour les autres aussi? Donc, ça, c'est la mentalité régénératrice. Si on a davantage d'intrants, bon, on peut ajouter collectivement en plus du côté individuel. Et donc, une façon de penser à cela, je pense, qui est intéressante, c'est le concept de la résilience. Donc, être flexible, souple. On a parlé de ce concept auparavant. Donc, être flexible, laisser le cycle de relâchement donc, pour la succession des forêts et pour essayer de maintenir quelque chose de constant dans le paysage et répéter les actions. Donc, ça nous demande d'être flexible nous-mêmes. Il faut qu'on soit résilient. Et donc, si on dépend d'une culture, d'un certain endroit sur la planète, ou bon, d'un poisson. Donc, si on est flexible et on a la volonté, on peut redonner notre résilience à cette terre pour dire, OK, ben, il faut récupérer sol ou tel endroit dans la mer, telle poissonnerie. Et donc, ça, c'est pendant des temps de crise ou, bon, changement climatique, etc., quelles sont les occasions où on peut redonner notre résilience aux autres parties du monde qui l'ont besoin? Que ce soit une famille au coin de la rue ou que ce soit une parcelle de terre qui a des espèces là-dessus qui ont vraiment besoin d'être restaurées et de revenir à la vie. Donc, oui, voilà, c'est la première chose qui me vient en tête, mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose, une transition très importante en termes de la façon que les personnes parlent de la durabilité avec cette idée que, bon, de faire moins de dommages et essayer de réduire vraiment notre empreinte. Donc, comment agrandir notre empreinte au lieu, on peut dire, ben, pourquoi on ne peut pas agrandir notre empreinte pour essayer de faire davantage de bien pour le reste du monde et quand ça ne nous sert pas nous-mêmes. Donc, oui, quand vous parlez de cela, en fait, je me sens vraiment une détente dans ma mâchoire, dans mes épaules. Donc, oui, oui, tout à fait. Je sens que oui, la résilience, je me sens vraiment euh, je me sens vraiment en difficulté ou tourmenté par ce qui se passe dans le monde. Et donc, oui, je sens que c'est quelque chose que je peux faire. Oui, la résilience, oui, cette plante. Regarde, je peux absolument partager avec ma plante dans ma maison. Oui, je peux prendre soin de ma plante. Oui, je peux être plus généreuse, c'est sûr. On a eu de très bonnes questions dans les formulaires d'inscription et les gens demandaient comment on peut régénérer les communautés sans créer de division, comment je peux aider. Et donc, je pense que la clé, en fait, c'est le secret, c'est que les inefficacités que Michael a dit, a parlé, et donc Phil, vous amplifiez cela en disant que bon, il y a un aspect de générosité. Et donc, oui, le sol partout, évidemment, les rayons du soleil vont partout, mais pas nécessairement sur ma cuillère. Pourquoi? Parce que là, ça nourrit plein de vie. Et donc, ça me force aux plantes, quand ils créent des glucides, je pense qu'il y a 60 à 70 c'est pour l'échange et pour le bâtiment des relations. Et donc, pour communiquer avec les mycorhizes et bon, les champignons, ils disent, bon, vous avez besoin de phosphore, ben voici un peu de sucre. Alors voilà, la majorité du sucre, si j'ai raison, bon, est pour bâtir des relations et pour agrandir et pour faire davantage de bien, finalement. Et donc, ce n'est pas pour des intérêts de soi. Donc, vous voyez les adaptations aussi pour avoir ces relations d'échange, etc. Donc, la plupart des plantes, quand ils ont des racines pas vraiment peu profondes, même les plantes vivaces et les plantes pérennes vont avoir davantage de structure et beaucoup plus de... Oui, ils dépendent de la communauté, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, ils ont besoin d'avoir des plus grandes racines. Oui, ils ont besoin d'avoir des racines plus profondes. Ah, ça me donne la chair de poule. Donc, ouais, c'est très beau. Alors, la prochaine question qui m'est venue en tête était, en fait,
C'est comme si c'était planifié, hein? Donc, ça a rapport avec cette idée de cette abondance et cette force, cette générosité, cette résilience. Donc, tellement souvent dans le langage de conservation, et dans l'environnement naturel qui est cadré comme, ouais, au sein de ce cadre. Donc, on a besoin, la nature a besoin, est fragile et est en train d'être réduite. Et donc, oui, on détruit les tourbières, etc. Donc, je me demande, dans le temps de votre travail, quelles opportunités vont s'ouvrir à nous et donc qu'on peut utiliser comme éducateur si on cadre le travail que nous faisons comme travail de pair avec la nature parce qu'on fait partie de la nature. Donc, une espèce de mentalité de collaboration. Donc, travailler sur cette mentalité d'excès et donc comment faire un changement, un virage vers une mentalité donc de régénération. Donc, comment la conservation peut, dans cette mentalité plus généreuse, peut soutenir l'agriculture et vice-versa. Et donc, comment on peut intégrer votre travail sur les tourbières là-dedans. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord que nous sommes partie de la nature et que dans l'agriculture, nous avons besoin de trouver une façon de travailler de pair avec la nature. Et quand je pense la façon que les tourbières ont été gérées par les personnes autochtones et les relations qu'ils avaient avec les tourbières, euh, je vois une approche collaborative. Donc, c'est une relation. Au lieu d'essayer de dominer ou d'essayer de le convertir en quelque chose d'autre. Mais je crois que l'approche des colons était de créer quelque chose de complètement différent, d'essayer de changer vraiment l'écosystème naturel. Et je pense que nous avons réussi à le changer de façon dramatique. Et donc, la tourbière, ben, notre ferme est vraiment euh, en bordure d'une grande tourbière. Et donc, quand les colons sont arrivés, ils ont utilisé des digues et donc ils ont commencé à bâtir des routes, donc des routes qui allaient du nord au sud, donc vraiment à côté de la rivière. Et donc, ils ont embauché des équipes pour créer des digues et donc pour mettre bon, la terre excédentaire au milieu, bon, pour bâtir des routes. Et donc, ils avaient la première route et donc la deuxième et la troisième et la quatrième à chaque mille. Et donc, quand sont arrivés à la quatrième, bon, ils sont arrivés à la tourbière. Et donc, la tourbière, en fait, a causé vraiment des problèmes pour la route. Et donc, il s'est effondré, en fait. Et donc, ils ne trouvaient pas une façon, en fait, de traverser la tourbière. Donc, au lieu de cela, ils ont mis des planches au-dessus de la tourbière. Et pendant des années, ça a servi de route qui était essentiellement un style de promenade, si vous voulez. Donc, avec le temps, ils ont trouvé le moyen euh, de siphonner la tourbière et donc ils ont commencé à faire de l'agriculture sur ces terres et donc c'est pas facile avec les digues. Bon, en tout cas, la tourbière continuait à partir en feu parce que là, une fois qu'il était drainé, donc il y avait beaucoup de carbone et donc oui, c'était vraiment, il y avait un risque d'incendie. Donc c'est historique de feu et de fumée qui était partout à travers cette île. Mais éventuellement, les gens se rendaient compte qu'ils pouvaient modifier ces tourbières. Ils pouvaient les convertir en quelque chose qui s'appelle bon, de la boue. Donc, ils pouvaient le drainer pour essayer d'enlever donc le sabot d'eau, parce que là, c'est pas naturellement un bon fertilisant, mais une fois qu'on ajoute en fait des engrais, ça fait un très bon travail de maintenir et de tenir les nutriments en place. Et donc, cette terre était excellente pour toutes sortes de productions de légumes, mais en y faisant, ils ont aussi détruit la tourbière. Et donc, essentiellement, en modifiant l'environnement de façon drastique, bon, ils ont fini par relâcher l'ancienne carbone dans l'atmosphère.
Donc, la réserve agricole, la terre qui a été établie il y a 50 ans et a reconnu la capacité incroyable de cette terre si on l'avait convertie, s'il était converti en boue pour l'utiliser pour de l'agriculture. Et c'est pour cela qu'en fait, on l'a gardé dans la réserve. Et donc, on avait l'occasion de faire de l'agriculture là-dessus, mais en reconnaissant que, bon, il n'y a pas moyen de démontrer qu'on peut faire de l'agriculture durable sur des tourbières. En faisant de l'agriculture, on va les détruire, les terres. Et donc, mais essentiellement, il y a des exemples de personnes qui font de la, on appelle cela en fait de la pollutoculture, contaminoculture. Et donc, il y a vraiment un nombre limité de cultures qu'on peut faire pousser. Donc, ça peut être par exemple des roseaux ou des ruches, oui, des canneberges, des bleuets, etc. C'est des cultures qui poussent bien dans des environnements acides. Et donc, oui, voilà, les Autochtones ont exploité ces plantes. Et donc, il y a une capacité de créer un système agricole autour de ces cultures autochtones, entre guillemets. Et donc, on est allé prendre des échantillons sur ce site et on a trouvé qu'il était contaminé. Donc, il y avait des métaux lourds un peu partout, et donc du plomb, du cuivre, de l'arsenic, bon, cadmium. Et en fin de compte, ces métaux sont arrivés probablement euh, du champ de tir qui existait pas loin du site, en fait, en 1925, et donc au début du 20e siècle. Donc, les gens arrivaient, ils prenaient, en fait, ils prenaient la voiture de rue, ils prenaient euh, le tramway, en fait, il venait de cette façon-là et c'est comme ça qu'il est devenu contaminé avec. Et donc, c'est une question de seuil, seuil pour l'agriculture, seuil de métaux lourds pour faire de l'agriculture. Donc, la ville a embauché un consultant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il disait que bon, cette terre est dans la réserve de terre et donc, est-ce qu'il y a moyen de faire de l'agriculture ici? Donc, le consultant a dit que, bon, soit que vous pouvez mettre de la terre par-dessus la tourbe ou vous pouvez soit enlever la tourbe. Donc, ils ont choisi la première option, donc de mettre du sol par-dessus. Et donc, l'aéroport avait besoin d'étendre euh, un de leurs pistes. Et donc, oui, il fallait avoir beaucoup de terre. Alors voilà, ils sont venus, ils ont mis 70 centimètres de sol minéralisé, donc au-dessus de cette tourbe, donc pour nous enlever, les éloigner, si vous voulez, de cette terre contaminée. Ça semblait vraiment être vraiment fou comme façon de faire. Donc, quelle façon d'agir. Nous avons des façons vraiment bizarres hein, d'agir comme être humain parce que là, on voulait absolument changer cet écosystème. Mais bon, je commençais à regarder comment les autres lieux fonctionnaient pour convertir les tourbières sans relâcher tout le carbone à l'atmosphère. Donc, en Norvège, par exemple, les gens prenaient des tourbières et ils prenaient la tourbe qui était au-dessus de l'argile et de la vase. Et donc, il mettait en fait le sol minéralisé. Il le tournait à l'envers. Et donc, il préservait le carbone qui est dans la tourbe. Ils sont capables de préserver le carbone qui est dans la tourbe. Et vous avez une terre qui n'a pas beaucoup de matière organique en haut. Et donc, vous pouvez l'améliorer. Et donc, vous pouvez séquestrer davantage de carbone de cette façon. Donc, essentiellement, c'est ça qui s'est passé du côté de l'agriculture de ces terres. Et donc, nous travaillons dans une terre vraiment modifiée. Et donc, 2 tiers de la terre est encore une tourbière. Donc, la zone où on fait de l'agriculture avait très peu de tourbe, en fait. Mais ce qui est là, on a pu maintenir en place. Alors, la tourbe, la sphynx ne va jamais pousser là-bas encore, mais sur les 2 tiers où on ne fait pas d'agriculture, bon, c'est là où la restauration de la tourbière, où nos efforts se passent en ce sens. Et ça m'inspire ce succès de faire revivre les terres humides, faire revivre l'Espagne. On le voit sur notre site.
c'est lent. Il s'agit d'apprendre comment fonctionne l'écosystème et comment cela a été changé par la gestion et chercher à éventuellement changer notre façon de gérer afin de permettre aux cycles, certains des cycles naturels de reprendre et de continuer. C'est ça qui se passe du côté de la conservation et je suis excité, passionné par ça. L'environnement modifié où nous faisons l'agriculture, nous avons établi des bancs tout autour, des bancs pour euh, les insectes. On fait venir du matériel organique sous forme de compost, mais également avec des cultures de couverture aussi tant que possible pour ajouter d'éléments organiques. Il y a des boîtes pour les moineaux, des perches pour les rapaces. Nous utilisons l'écosystème qui nous entoure et c'est essentiel au fonctionnement de cette ferme. Mais la ferme elle-même est un environnement hautement modifié. Ce n'est pas vraiment partie de l'écosystème originel. C'est une instance construite qui existe à cause de cette curieuse historique de contamination et de destruction. Merci bien. C'est fascinant. Je n'aurais pas cru cette notion d'inverser l'argile et le sphagne. Oui, les êtres humains sont occupés, mais ça va contre le bon sens, par contre. Bon, je suis convaincu que c'est la meilleure chose qu'on aurait pu faire à ce site-là, étant donné l'histoire particulière. Tellement intéressant. Merci. J'ai bien aimé entendre parler du retour des cycles et du retour des insectes et des oiseaux. C'est une situation tellement complexe. Euh, J'apprécie votre soin que vous en déployez pour le décrire. L'une des choses qui m'a surgi à l'esprit, c'est cette notion de persévérance dans vos deux carrières. L'énergie que vous avez apportée pour vous affronter aux défis les plus graves de notre ère, comment nous continuer de nous alimenter, travailler ensemble comme collectivité. Ça, c'est au cœur de plusieurs des questions. Euh, les gens se demandaient comment faire ce travail dans les écoles élémentaires, par exemple. Que percevons-nous comme l'avenir de l'agriculture régénératrice? Alors, voici ma question. Plusieurs vivent un deuil collectif et des traumatismes de masse euh, sur euh, avec des crises climatiques sans précédent, des guerres et des injustices profondes. Qu'est-ce qui vous soutient ou donne de l'énergie à votre travail face à un avenir incertain? Quelles sont les pratiques, stratégies ou relations qui vous en semblent les plus régénératrices? Phil, à vous d'abord. Oui, je ressens votre commentaire sur le poids. Nous faisons ce travail-là et nous connaissons tous un énorme poids. Tout le monde qui s'engage profondément et ouvertement avec toute initiative, euh, tout effort, cherche à résoudre un problème, euh, trouver un endroit pour quelqu'un, humain ou non humain. C'est un énorme poids. Il y a plusieurs choses récentes que nous ne voulons pas ignorer, mais qui peuvent nous faire sentir tellement que les actions individuelles, ce que nous pouvons faire seuls, sont tout à fait pas du tout convenables. Ce qui m'inspire de l'espoir, si je devais chercher à réduire l'un des enjeux, les défis qui nous ont placés dans les difficultés que nous avons connues, c'est la déconnexion. Il y a eu tellement d'efforts
pour nous déconnecter les uns des autres, des terres, de nous isoler comme consommateurs, de suggérer que tous les problèmes que nous connaissons, c'est une question d'empreinte consommateur et d'action consommateur, notre capacité de porter du changement, de réduire à voter avec nos dollars. Mais la solution, c'est de rebâtir nos relations. C'est pas de toutes pièces, c'est une à la fois. C'est significatif, ça prend du temps, mais ça se répand. C'est comme l'histoire d'un État qui devient couvert de nénuphars. Si à tous les jours, le nombre de nénuphars double, ce n'est pas jusqu'au 29e jour qu'on se rend compte que c'est à moitié couvert et que demain, euh, c'est comme ça que ça passe avec les relations. Ça prend du temps, mais et là, éventuellement, le monde est transformé dramatiquement. Je vois cela partout dans les alliances de militantisme, sur la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, dans les organisations comme Régénération Canada. Quand j'ai commencé ma recherche sur les systèmes alimentaires, il y a un peu moins de 20 ans, ces discussions-là étaient moins courantes. Ça se passait dans les organisations comme Rodale. Il y avait certainement des gens qui cherchaient à apporter le changement sur Terre. Il y a tellement de relations et tellement de sensibilisation qu'on peut tous être engagés dans ça. Ce n'est pas une question de résoudre les problèmes, mais il s'agit de connaître quelqu'un d'autre dans le système alimentaire. Le système alimentaire nous sépare les uns des autres, de tous les gens impliqués dans la production de nourriture. Parle à la personne derrière le comptoir de boucherie. Trouver des façons d'avoir une boîte de produits agricoles soutenus par la communauté. Trouver des façons de raccourcir la chaîne d'approvisionnement. Il y a de nombreuses façons pour le faire, mais parfois c'est sans conséquence. Mais c'est sans conséquence jusqu'à ce qu'il y en ait tellement que c'est complètement significatif. J'adore ça fait référence à une question que quelqu'un avait posée. Comment régénérer ma collectivité locale? Ça peut être aussi simple que parler à la personne qui élève votre nourriture ou vend la nourriture ou avoir une boîte agricole d'agriculture soutenue par la communauté. Quelle belle façon d'élaborer des collections. Alors, Michael, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans votre travail? Dans un moment où il y a beaucoup de choses sombres, je suis d'accord que les relations que nous élaborons sont tellement importantes. Je sais que nous n'aurions pas accès à cette terre, on ne pourra pas faire de l'agriculture si ce n'était pas des relations et des liens que nous élaborons avec notre collectivité. Ils sont très importants pour nous et nos élèves et les membres des collectivités avec lesquels nous interagissons. Je vois une belle valeur là où nous retrouvons de faire partie de cette place-là, de cette collectivité, et d'apprendre et de s'engager auprès de cela. Oui, ça m'apporte de l'espoir. C'est un peu pervers, mais je trouve de l'espoir dans le fait que il y a des choses atroces qui se passent. Il y a la guerre, il y a l'injustice. En tant qu'humanité, nous avons une historique atroce de guerre et d'injustice. Souvent, ça a été bien pire. Et le fait que nous avons pu survivre, récupérer, que nous avons eu la résilience pour arriver à surmonter une histoire assez horrible, ça m'inspire en fait. C'est presque quasiment pour nos ancêtres qu'on doit continuer. Il y a des relations les uns avec les autres en ce moment, également la conscience de nos origines, qui est important et potentiellement inspirant, même si c'est désespérant. Ce n'est pas, c'est important de savoir qu'on a connu des pires moments. Il y a plusieurs choses qui s'améliorent en fait. J'aime bien l'appel aux ancêtres. C'est un élément important de l'élaboration des récits. De voir là nos origines pour l'inspiration et des lignes directrices pour
la connexion. J'aime bien la citation. Nous sommes le rêve le plus affolé de nos ancêtres. Pour les gens qui viennent de plusieurs parties du monde, parfois son propre gré ou non, mais de savoir que qu'on doit continuer d'aller de l'avant et de combler les rêves. euh, euh, nous ne sommes que des étincelles, de continuer de faire du chemin. Une question qui me vient à l'esprit, on va terminer avec cette question afin qu'on puisse permettre des questions de la collectivité qui s'est rassemblée ici. Une question qui me vient toujours à l'esprit dans des conversations comme celle-ci. Qui d'autre aimeriez voir à cette table? Nous tous rassemblés autour d'une table virtuelle aujourd'hui en guise d'appel à l'action. Qui d'autre à sa place ici, dont la voix doit être entendue dans le cadre de la régénération de nos relations avec le monde naturel, les uns les autres, et l'abondance qui nous nourrit? Qui n'est pas là et qui voudriez vous voir à des tables à l'avenir? Je ne connais pas tout le monde qui est à l'écoute. Je vois une diversité d'emplacements et de gens représentés, mais je sais uniquement qui parle en ce moment. Je pense qu'il y a une véritable valeur associée à créer des liens et d'apprendre des peuples autochtones qui ont travaillé dans les divers emplacements où nous nous retrouvons depuis des milliers d'années. Ils ont appris énormément au sujet de comment avoir une relation avec la Terre. Et je pense qu'on pourra bien tirer parti de leurs apprentissages. Ici, à Richmond, je suis juste au sud de Vancouver, dans la municipalité de Richmond. C'est surtout une communauté d'immigrants récents. Il y a beaucoup de gens de la Chine continentale, de Hong Kong notamment, et du sud-est de l'Asie. Je pense qu'on pourra bien apprendre des gens avec lesquels on nous retrouvons en communauté. Moi, je ne vois pas ces gens-là autour de la table forcément à tout moment. On apprend maintenant à créer des liens les uns entre les autres et de vivre les uns avec les autres. Et dans cette région-ci, même quand il y a le même emplacement, ça peut être trop facile de assurer la séparation et de vivre dans des états séparés. Oui, il vaudra mieux élaborer une communauté plus large. J'adore également une reconnexion avec ce que disait Phil, comment nos voies alimentaires ont été consacrées à nous déconnecter. Bien sûr, lorsqu'on est déconnecté, on consomme. Lorsqu'on est triste et seul, et on se sent déraciné. Et on voit là où la spirale nous mène. Phil, qui voudrait y voir autour de la table? Les gens euh, que j'estime qu'on devrait aider à prendre leur siège autour de la table. Ils sont une voix importante. Ils veulent la sécurité alimentaire, avoir de la nourriture, vivre dans des environnements justes et sains. Ils sont tellement un grand fardeau par leurs obstacles. Ils ont une voix, mais ils n'ont pas le temps, les ressources ou l'argent de participer, même si on leur demandait. Alors, déterminer comment non seulement élever les voix, mais également rémunérer les gens pour leur participation lorsqu'ils ne pourraient pas participer autrement. Trouver des façons de créer des connexions qui sont créatives et des ambassadeurs, par exemple, pour les gens qui n'ont pas le temps ou la capacité d'apporter la voix de discussion. Il y a tellement un grand élément des portraits sur les aspirations de ce que les systèmes alimentaires de l'avenir pourraient regarder, pourraient ressembler. Les gens qui participent à l'appel, ça se peut qu'on ne pourra même pas les imaginer, étant donné tous nos privilèges et toutes nos expériences. Qu'est-ce qu'on pourra bien faire davantage? Et c'est uniquement, on le saura uniquement en écoutant ces voix-là. J'adore ça, c'est très beau. Je pense qu'il y a tellement d'appels à l'action dans le cadre de cette discussion.
en attendant pour les gens qui ont peut-être une question, s'ils se sentent l'éclair de tourner vers la personne à côté d'eux et de lancer la discussion, rencontrer un agriculteur local, pousser de la nourriture et de partager avec un voisin, parler avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous. Moi, je parle souvent par l'entremise des plantes dans l'agriculture urbaine. C'est une question de comment arriver à le faire dans des villes et des édifices. C'est comme ça que moi, j'ai commencé avec l'agriculture. C'était avec des plantes domestiques et de la nourriture de bascon et des lotissements d'agriculture urbaine. C'est incroyable la rapidité avec laquelle on peut élaborer une relation avec une personne en leur donnant un morceau de quelque chose de vert et manger ensemble ou pousser une plante ensemble. Et reconnaître que même si on invite les gens parfois, il y a des obstacles qui existent, notamment les barrières systémiques, et avoir cela à l'esprit. Que parfois, il va falloir faire un pas de plus. Si vous créez un groupe, trouver du financement pour rémunérer des gens ou trouver de l'argent pour faire la garde d'enfants ou des honoraires pour les conférenciers ou faire qu'il y ait de la nourriture sur place afin que les gens puissent venir et se nourrir. Bon, si ça se passe à ma ferme, vous mangeriez tous maintenant. C'est le moment où c'est vraiment bien d'avoir une petite collation la nuit. Merci bien. C'était une discussion généreuse et abondante. Alors, avez-vous des questions pour Phil et Mike? Allez-y. J'ai vu qu'il y a quelque chose qu'on a vu dans le chat. Beaucoup d'enthousiasme. En attendant pour les questions, je voudrais appuyer la valeur de partager la nourriture ensemble. Une belle façon d'élaborer la communauté. C'est quoi le vieux dit-on? Euh, on accède au cœur de l'autre par l'estomac. Je pense qu'il y a pas mal de vérité à ça. Est-ce que l'équipe de régénération, est-ce qu'elle a des questions? Qu'est-ce que je pourrais anticiper? Je l'entends souvent alors que vous pensez à vos questions. On me demande qu'est-ce que moi je peux faire? Il s'agit d'excellentes idées. Qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, quand j'en avais un peu suggéré ça quand j'ai parlé d'établir des relations, mais de façon plus concrète que cela, pour nous qui ont les moyens, choisir de participer à l'alternative. C'est du militantisme radical. Toutes les choses innovatrices que les gens cherchent à changer en matière de système alimentaire existent dans l'ombre. Un système alimentaire bien plus grand qui détient tous les avantages. Tout ce que vous pouvez faire. Ça signifie parfois pas forcément dépenser davantage d'argent. Si vous voulez dépenser davantage d'argent sur la nourriture locale, allez-y. Mais il s'agit de faire preuve de souplesse. On a dit brièvement dans la discussion, y a-t-il une cuisine régénératrice? C'est une façon d'intégrer de la souplesse dans nos habitudes alimentaires et dans le monde naturel. Ah, j'ai pas besoin de ça dans l'été, dans l'hiver. Ah, sinon, je vais les mettre en conserve pendant l'été. Les saisons sont une partie essentielle des systèmes énergétiques de la planète. De la petite à la grande échelle, si on lutte contre les saisons, on lutte contre les systèmes naturels. Alors, toute souplesse dont nous pouvons déployer est une contribution significative en matière de résilience et c'est du militantisme. J'adore ça. Quelle belle invitation. Alors que la roue tourne vers l'hiver et tellement de gens ont tendance à grogner, de la lumière qui diminue, les températures froides. Alors, ça va faire partie des beaux mouvements de la planète. Ça fait partie de sa réparation et distribution d'énergie à travers la planète. Et aussi souple que la nature, c'est une façon de préconiser la résilience et de s'intégrer à la résilience dans les voies alimentaires. J'adore.
Donc, pendant l'été, il sèche et donc il essaie de survivre avec la chaleur de l'été. Donc, maintenant que la pluie est de retour, bon, c'est devenu vraiment prolifique et abondante. Et donc, c'est vraiment très emballant de le regarder et de l'observer en ce temps-ci de l'année. Donc, comme je vous ai mentionné, c'était vraiment une tourbière auparavant. C'est une grande terre humide auparavant. Et donc, maintenant, en ce moment de l'année, vous voyez la Sphène qui répond à toute la pluie abondante qui tombe. Et donc, oui, c'est tellement important. Donc, je veux absolument faire écho de l'importance de la saisonnalité, le danger d'essayer de lutter contre les saisons. Donc, oui, c'est une des choses qui me préoccupe, c'est que nous avons beaucoup de production dans les serres locales et normalement, il y a beaucoup d'émissions de combustibles fossiles pour produire ces tomates, ces poivrons hors saison. Et donc, c'est un moment de l'année où, bon, même si quelque chose est local, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas avec des dommages, avec une grande empreinte carbone. Et donc, on a probablement besoin de penser à comment on peut produire des aliments qui soient, en tout cas, de l'arrimer avec la disponibilité de la saisonnalité, en tout cas, de la production de légumes. Et donc, oui, se conserver les légumes après l'été, c'est une belle façon de faire. Mais bon, on a aussi des dômes, des serres en dôme pour essayer de prolonger la saison le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut produire des tomates pendant la saison d'hiver, mais bon, ça veut dire que bon, on peut commencer nos semis plutôt en janvier ou en février, juste en utilisant la chaleur du soleil. Donc, très bien. On a une question et une réponse dans le chat. Et donc, c'est pas tout le monde qui peut le voir, mais il y a quelqu'un qui dit que, bon, je vis dans une zone agricole et la plupart de nos aliments viennent de la communauté locale. Et donc, comment je peux aider les agriculteurs ou les producteurs à connecter avec les consommateurs? La plupart des gens vont aux épiceries et n'ont aucune idée de ce qu'est les aliments durables. Et donc, il y a beaucoup de euh, fermiers qui font des choses régénératrices. Mais bon, comment faire ces connexions, comment agir en tant que mycorhize. Et donc, ouais, je viens de voir votre beau sourire. Et donc, oui, ça a résonné pour toi aussi, Phil. Oui, donc, super. J'aime beaucoup ces réflexions. Donc, oui, une personne à la fois, hein, il faut juste voir. Bon, oui, c'est difficile à faire pendant. Donc, une fois qu'on voit ces pratiques et ils sont faciles à accéder, ça peut se répandre plus rapidement. Et donc, on peut recommander ces fermes pour se joindre à la carte aussi bon, des fermes régénératrices. Et donc, voilà, c'est comme on a un petit cuillère à thé pour excaver. Et donc, mais ça a un impact, n'est-ce pas, là, si on peut essayer de tisser ces liens. Et donc, les personnes il y a des gens qui achètent leurs aliments de Giant Tiger, de tigres géants, imaginez. Et donc, oui, ils sont vraiment pas chers. Et donc, oui, il faut penser à encourager les gens à réfléchir sur leur budget. J'essaie de suggérer des fermes. Je sais qu'ils ont comme bon, des aliments qui ont moins de glamour. Donc, en tout cas, ce qui sont donc, de commencer des discussions avec les agriculteurs et donc, on veut vendre des paniers à prix réduit aussi, donc permettre les gens d'acheter un certain pourcentage, en tout cas, de leurs aliments à un endroit qui n'est pas tigre géant. Et donc, oui, on a quelques autres. Il nous reste 5 minutes environ et je vais essayer de passer rapidement dans la belle discussion qui se passe dans le clavardage. Oui, je pense qu'on a le temps pour répondre à une dernière question. Angel, est-ce que les gens veulent m'essayer choisir? Je vois tellement de bons exemples. Oui, je vois des questions sur essayer d'atteindre les jeunes enfants. Donc, j'apprécie cela. Et je pense que la question devient quelles sont les meilleures façons d'accéder à ces jeunes personnes à l'extérieur de votre maison et donc à quel point les OBNL peuvent s'engager là-dedans, les écoles aussi. Et donc, aux États-Unis, 15 ans, il y a une grande émergence en fait des jardins aux écoles. Non, mais ça arrive seulement quand les commissions scolaires le soutiennent et quand les parents le veulent. Et donc,
avoir plus de ça et offrir davantage d'aliments comme ça à nos enfants, je pense que c'est une contribution hyper locale au niveau des commissions scolaires. Ils peuvent vraiment faire une grande différence en termes de l'adoption. En tout cas, d'avoir un curriculum, un programme scolaire qui inclut un élément d'agriculture. J'aimerais avoir des suggestions aussi parce que je ne sais pas s'il y a une réponse facile. Il doit y avoir une centaine de façons différentes qu'on peut accéder les enfants. Donc, moi, ayant travaillé avec plusieurs communautés différentes et dans l'agriculture, d'une façon que j'ai vu les enfants s'impliquer, c'était d'avoir cette idée d'appartenance, en tout cas, sur une certaine partie des aliments qu'ils mangeaient, que ce soit semer ou aider avec les animaux. Et je sais que, bon, il y a des gens qui grandissent dans ces communautés incroyables, veulent avoir ont envie d'aller voir la belle herbe de l'autre côté de la clôture. Mais bon, ça, moi, en tout cas, là, j'ai grandi au sein de l'agriculture urbaine. En tout cas, j'ai grandi dans une zone rurale, mais j'ai grandi comme dans une zone urbaine. Donc là, ça m'a pris 50 ans pour y revenir. Et donc, oui, beaucoup d'enfants dans mes classes, en tout cas, étaient un peu énervés, etc. Et bon, ils voulaient avoir leur téléphone cellulaire, etc. Mais quand ils ont mis leurs mains dans le sol, et bon, ils voyaient que donc, ils avaient tellement hâte de voir comment les plantes allaient pousser. Donc, ils étaient comme des petites chèvres, hein. Donc, c'était incroyable de voir le calme et de voir la fierté, en fait, chez les enfants les aliments qu'ils avaient cultivés. Donc, oui, ça, c'est une chose que j'ai trouvée, c'est qu'avoir ce sens d'être gardien ou d'être propriétaire de quelque chose. Et c'est pas sur les termes des adultes, mais c'est une relation directe que les enfants établissent. Et donc, oui, ça restaure vraiment. C'est une belle façon d'impliquer les jeunes et de voir ce qui leur intéresse, hein? Donc, oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions. Et donc, c'est très emballant, mais je me demande que Génération Canada, c'est un moyen d'aider les gens à continuer la discussion, que ce soit un courriel ou quelque chose où on peut envoyer des questions. Ou peut-être qu'on peut envoyer un article de suivi concernant cette discussion que nous avons eue aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux dans un moment très difficile et avec plein de défis. Donc, je veux justement dire merci à Michael pour avoir été si généreux avec tes expériences et tes apprentissages et tes perspectives. Et l'équipe de Régénération, je suis très reconnaissant d'avoir été invité aujourd'hui à cela. Moi aussi. Merci énormément. Ce fut très plaisant de participer dans cette discussion. Il y avait tellement de bonnes idées. Merci. Oui, super. Merci beaucoup à Angel, à Phil et Michael de se joindre à nous et donc à tout le monde aussi qui a participé et pour avoir passé ce temps avec nous et donc dans ce premier webinaire dans notre série. Donc, merci beaucoup pour cette belle discussion que nous avons eue ce soir.